je vais vous parler de mon travail sur la relation en psychiatrie, apport de la communication non violente, donc soutenu il y a 1 an, avec pour directeur de thèse le professeur de psychiatrie Pascal Delamilleure, qui est PUPH à Caen. Et c'est un travail qui a reçu le prix de thèse Jean-Claude Leclerc 2020, décerné par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine. Voilà. Alors, de quoi on va parler pendant cette présentation? Tout d'abord, on va se poser des questions. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi nous communiquons? Quel est l'intérêt de la communication finalement? Puis, que nous apporte la communication non violente dans cette question de la communication, de la relation? Je vais ensuite un petit peu détailler les relations du médecin, du psychiatre dans son contexte professionnel, à la fois les relations aux autres, mais aussi la relation qu'il peut avoir avec lui-même. Je vous présenterai ensuite brièvement l'enquête qui a été menée pour la thèse auprès d'internes de psychiatrie de la faculté de médecine de Rouen autour de la communication non violente. Et pour conclure, je leur laisserai la parole dans leur définition de ce qu'est la communication non violente. Alors, pourquoi nous communiquons? Ce qu'il faut savoir... Ah ouais, mais alors vous voyez tout ou pas? Oui, on voit tout. Ah, ok, parce que moi je suis tronquée avec ma tête en fait, donc ça va. Ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme communication, ça vient du latin communare qui signifie être en lien. Et donc, la première définition de la communication, c'est celle d'établir des relations. Alors, pourquoi on établit des relations? Parce qu'en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, on vit en société organisée, qu'on utilise la communication pour réguler les relations au sein du groupe, dans l'idée d'avoir une homéostasie au sein du groupe, c'est-à-dire d'avoir des relations harmonieuses. Et puis, avec le temps, avec l'avènement de la technologie, est apparue une deuxième définition de la communication qui est celle de transmettre des informations. Et aujourd'hui, c'est cette définition qui devient prépondérante au détriment de l'aspect relationnel de la communication. Alors, que nous apporte la communication dans ce questionnement? Et puis, qu'est-ce que c'est que la communication non violente? Tout d'abord, la communication non violente, c'est une intention. C'est l'intention de remettre l'aspect relationnel au cœur de la communication dans l'idée d'avoir des relations empathiques avec soi et avec les autres. L'empathie qui est définie comme cette faculté de se mettre à la place de l'autre, cette faculté à appréhender son monde intérieur, à percevoir ce qu'il ressent, mais sans se mélanger à l'autre. Et lorsque l'on parle d'empathie dans la relation, on cite, et je vais citer Carl Rogers qui est un psychologue américain qui s'inscrit dans la lignée de la psychothérapie humaniste qui émerge dans les années 40 aux États-Unis, qui dit en fait que l'être humain est fondamentalement bon, que l'être humain est fait pour croître, pour évoluer, et que lui, il va développer ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne, qui dit qu'en fait, de l'empathie du thérapeute va pouvoir émerger une qualité de relation telle que le processus de guérison de la personne, du patient, va pouvoir advenir. Donc ça, c'est vraiment un des fondamentaux très importants, l'empathie de la communication non violente, et que reprend Marshall Rosenberg. Donc Marshall Rosenberg, qui est aussi psychologue américain, qui a été élève de Carl Rogers et collaborateur de Carl Rogers, et c'est lui qui a développé ce qu'on appelle le processus de communication non violente. Et pour Marshall Rosenberg, finalement, tout ce processus repose sur 2 questions. C'est de se relier à qu'est-ce qui est vivant en moi, qu'est-ce qui est vivant en toi, dans l'idée de sortir aussi de ces jugements qu'on peut avoir sur ce qui est bien, ce qui est mal de ressentir, ce qui est bien ou mal de penser, mais juste de se relier à finalement qu'est-ce qui se vit en soi.
Et puis, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui me rendrait la vie plus merveilleuse? Qu'est-ce qui te rendrait la vie plus merveilleuse? Dans l'idée aussi de ce que pensait Marshall Rosenberg, c'est qu'en tant qu'être humain, ce qui met le plus de sens à nos vies, c'est de contribuer au bien-être de l'autre. Et donc, à partir de ces deux fondamentales questions, il va nous proposer un processus de communication en étapes pour nous aider, voilà, à intégrer une nouvelle façon de communiquer plus empathique. Alors, je vais vous présenter les étapes de la communication non violente. La première étape proposée par Marshall Rosenberg, c'est de se relier à l'observation. L'observation, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les faits, de façon objective. Donc, on va beaucoup se relier à nos sens, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. À partir de ces faits, l'idée, c'est de descendre à l'intérieur de soi pour se relier à nos émotions. De cette situation vécue, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Après l'émotion, c'est notre besoin. Nos besoins, ce sont nos valeurs profondes, ce sont nos aspirations profondes, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous met en vie. Et en communication non violente, ce qu'on dit, c'est que finalement, les émotions sont un peu le clignotant de nos besoins. C'est-à-dire qu'une émotion plutôt à valence positive nous signale un besoin satisfait et une émotion plutôt à valence négative, un besoin insatisfait. Et une fois qu'on s'est relié à nos besoins, à nos valeurs primordiales, importantes, l'idée, c'est ensuite de pouvoir faire une demande. La première demande, et qui est la plus importante, c'est la demande de connexion à l'autre. Donc, à la fois, lorsqu'on s'exprime, de pouvoir lui demander ce qu'il a compris de ce qu'on lui a dit, donc des demandes de reformulation, ou bien aussi, on peut lui demander ce qu'il ressent par rapport à ce qu'on lui a exprimé. Puis une fois qu'on a réussi à se connecter, on peut aussi faire une demande d'action, demander à quelqu'un de faire quelque chose, ou bien se demander à soi de faire quelque chose. Donc là, par exemple, deux exemples. Le premier exemple, c'est un où je m'exprime de façon authentique avec la communication non violente. Donc, quand vous me dites que je suis un mauvais médecin, donc ça, c'est les faits, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, je vois pas très bien, je vois plus trop. Je me sens vraiment peinée, je lui exprime donc mon émotion, parce que j'aimerais que vous puissiez mesurer mon investissement dans la prise en charge de votre mère. Là, je lui fais part de mon intention, de mon aspiration, mon besoin. Que ressentez-vous quand je vous dis cela? Ça, c'est ma demande de connexion. Et puis, je peux aussi accueillir l'autre avec empathie, avec la communication non violente. Quand vous me dites que je suis un mauvais médecin, vous sentez-vous en colère? Donc là, je propose une émotion qui me semble que je perçois, parce que vous aimeriez que les choses évoluent plus rapidement pour votre mère. Donc là, je lui propose un besoin. Je me dis que c'est peut-être ça. Est-ce cela? Et là, ça va être ma demande de connexion. Et si ce n'est pas tout à fait ça, la personne rectifiera, mais voilà, on va pouvoir être en lien comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de toute cette question communication, relation dans la vie d'un médecin? Parce que le médecin ou le personnel soignant, de façon générale, il est en relation dans sa vie professionnelle avec des patients, des familles, avec des équipes, des confrères, et de façon plus ou moins consciente, il est en relation avec lui-même. La relation médecin-patient, elle est primordiale parce qu'il y a de nombreuses études qui nous montrent qu'elle est prédictive de l'amélioration clinique du patient. En psychiatrie, il y a vraiment beaucoup d'études dans différentes pathologies, que ce soit les troubles de l'humeur, la schizophrénie, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, les troubles anxieux, où on retrouve ces résultats. Et cette qualité de relation, ce qu'on retrouve, c'est qu'elle est corrélée à une diminution des symptômes chez le patient. Là, je vous cite, la biblio, c'est vraiment sur la psychiatrie. Donc, à nouveau, on retrouve dans vraiment un vaste panel de la psychiatrie adulte. Cette qualité de relation médecin-patient, elle est corrélée
à une meilleure adhésion aux soins du patient, c'est-à-dire davantage de coopération, de collaboration, de participation aux décisions. Et cette qualité de relation médecin-patient, elle est en soi thérapeutique. Ça, c'est ce que nous disait Carl Rogers. La relation médecin-équipe, elle est extrêmement importante. Et ce que les papiers nous disent, alors il y a un peu moins d'études sur cette thématique-là, mais on se trouve quand même des papiers qui nous disent que la qualité de la relation du médecin avec l'équipe impacte leur communication. Et une mauvaise communication entre le médecin et son équipe, elle est importante parce qu'elle peut entraîner un défaut de transmission d'informations. Et ça, au détriment de la sécurité du patient, donc avec davantage d'erreurs médicales et d'effets indésirables. Et puis, ça impacte aussi la satisfaction des soignants au travail, avec davantage de burn-out et de désir d'abandonner la profession. Enfin, la qualité de la relation du médecin à lui-même, elle est extrêmement importante. Et donc là, il y a surtout un papier que je cite qui a détaillé cette thématique-là et qui nous dit qu'en fait, une relation empathique à soi améliore la satisfaction personnelle, l'optimisme, la connaissance et la gestion des émotions. Donc en fait, impacte une meilleure relation à soi, une meilleure qualité de relation à soi. Et puis, cette qualité de relation à soi, elle améliore aussi la résolution des conflits, les liens sociaux. Donc ça impacte aussi notre relation aux autres. Voilà. Je vais maintenant vous parler de l'étude, de l'enquête qui a été faite auprès des internes de psychiatrie de la faculté de médecine de Rouen. L'objectif de l'étude, c'était d'évaluer si la communication non violente améliorait la relation des internes aux autres et à eux-mêmes, avec certaines spécificités liées à la psychiatrie, qui étaient la gestion des situations de soins sous contrainte et de situations de violence et d'agressivité. Et puis aussi les compétences psychothérapeutiques de l'interne. Donc, l'idée, c'était de recruter des internes, de les initier pendant 2 jours à la communication non violente et de 3 mois après, leur refaire passer des questionnaires pour évaluer leur relation à eux-mêmes et aux autres. On avait donc initialement 13 internes qui ont été intéressés. Il y en a 5 qui se sont désistés pour des questions d'organisation, d'agenda, de planning. Donc, on avait finalement 8 internes. Un homme pour 7 femmes, des internes de différents semestres, 3 d'origine italienne, et aucun d'entre eux n'avait initialement eu de formation à la communication non violente. Ce que nous montrent les résultats. Donc, le graphe de gauche avec les barres nous montre que les résultats s'améliorent après l'initiation. Donc, les barres claires, c'est les résultats après l'initiation. Et donc, on voit une amélioration des résultats, que ce soit pour le bien-être individuel, les compétences psychothérapeutiques, la relation médecin-équipe, médecin-famille, médecin-malade et les soins sous contrainte. Et dans le graphe de droite, sur votre écran, ce que ça nous montre, c'est que ces résultats étaient significatifs pour la relation médecin-famille et les soins sous contrainte. Alors, ces résultats, ils sont évidemment à prendre avec précaution parce qu'il y a des biais, il y a des limites à cette étude, à la fois des biais de recrutement, c'est-à-dire que les internes ont été recrutés sur la base du volontariat, qui est une petite taille d'échantillon, donc on peut se questionner sur si ces résultats sont extrapolables ou non. Il y a des biais méthodologiques, le fait que les questionnaires ont été créés pour l'étude, ce ne sont pas des questionnaires validés, ils ont été nominatifs et non anonymes. Les terminologies employées n'étaient pas définies au préalable, laissant donc libre cours à l'interprétation individuelle. L'enquêtrice, la formatrice sont la même personne et on a travaillé en groupe de pairs. Toutefois, on peut quand même se dire que ces résultats sont intéressants, que les internes ont appris de nouveaux outils de communication, peut-être aussi une nouvelle posture relationnelle, plus empathique avec eux-mêmes, avec les autres.
Et puis là, je vais vous montrer voilà, quelques résultats qui sont intéressants et qui intéressants aussi à discuter. Alors, dans la coopération entre collègues, en fait, on retrouve avant-après l'enquête exactement les mêmes résultats. Ça n'a pas bougé. On a toujours 12% notamment qui la trouvent moyenne. Bon. La qualité de prise en charge pluridisciplinaire, avant-après, donc grosso modo, les résultats s'améliorent, mais on a 12%, hein, c'est les 12% en gris, qui la trouvent toujours mauvaise, même après. Donc, juste le coloris, hein, on a gris, c'est mauvais, bleu clair, c'est moyen, beige, bon, et rouge, très bon. Alors, pourquoi on a des résultats? Quelles sont les hypothèses de ces résultats? Alors, il y a un questionnement sur l'impact dans la vie d'équipe d'une formation qui a été faite au niveau individuel. Et puis, bien questionner aussi la place de l'interne au sein d'une équipe, avec une organisation des soins qui est en général un peu pyramidale. Et donc, voilà, est-ce qu'un interne qui est plutôt en bas d'une pyramide médicale a un impact sur la coopération globale de l'équipe? Voilà, des questions, hein, il n'y a pas forcément de réponse. La qualité d'écoute. Alors, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous voyez sur le graphe, le premier camembert, en fait, initialement, les internes se trouvent tous bons ou très bons en termes d'écoute. Et finalement, après la formation, il y a 25% finalement qui se trouvent moyens. Et puis, pour aider le patient à prendre en compte ses émotions, on a initialement tous les internes qui se trouvent moyens ou moyennement compétents ou compétents. Et puis, après la formation, finalement, 12%, ça représente un interne, en fait, hein. Il y en a un qui se trouve finalement peu compétent. Donc, des résultats qui seraient plutôt moins bons. Et ça vient poser la question de l'amélioration des compétences métacognitives. Les compétences métacognitives, c'est cette capacité qu'on a de se comprendre soi-même, de s'analyser soi-même dans ses propres processus cognitifs d'apprentissage. Et là, l'hypothèse, ce serait que peut-être initialement, les étudiants se surévaluent et pendant et après l'initiation, prennent conscience finalement qu'ils ne sont pas si compétents que ça, et finalement ils se réévaluent à la baisse, mais de façon plus juste. Ça, c'est l'hypothèse. Pour aider le patient à prendre en compte ses besoins, on a toujours 12% après l'initiation qui se trouvent peu compétents. Et puis, en termes de bien-être au travail, même si globalement il s'améliore, on a toujours 12%, enfin on a un 12%, donc un interne qui après le trouve mauvais, alors qu'initialement pour tout le monde c'était bon, moyen ou bon. Donc l'hypothèse pour la question du besoin, et c'est ce qui ressortait dans à la fois les échanges avec les internes, mais aussi dans leur questionnaire, c'est que c'était une notion qui était peu familière, avec laquelle ils étaient peu à l'aise. Et donc peut-être qu'il faut plus que 2 jours d'initiation pour être familier avec cette notion, pour pouvoir l'intégrer. Et puis pour le bien-être au travail, il y a le facteur temps qui est important parce que plusieurs mois se sont écoulés entre les deux initiations. Peut-être l'accumulation de fatigue, de stress, peut-être aussi finalement une meilleure écoute de soi. Et puis, on a aussi un changement de stage en fait entre les deux temps d'évaluation. Les internes ont changé de semestre, donc changé de stage. Et donc peut-être qu'aussi le lieu de stage a un impact sur leur bien-être. Donc pour conclure, la relation à soi et aux autres, elle est importante en psychiatrie, j'avais envie de dire, pour les internes, en fait pour les soignants en général. Que la communication non violente peut être un outil d'aide à la communication et à la relation, qui est intéressant. Que ces résultats sont intéressants, sont prometteurs et que, évidemment, il serait aussi intéressant d'avoir de nouvelles études pour aller plus loin dans ces résultats. Pour conclure, je laisse la parole aux internes qui ont été formés, donc qui ont été initiés à la communication non violente, sur leur définition de ce que c'est après ces 2 jours d'initiation, une façon de communiquer, un langage, un outil pour avoir un contact authentique,
une façon d'éviter les conflits. Si on change notre façon de parler, on change notre façon d'être. Un travail sur soi qui permet d'apaiser les relations. Une façon de vivre avec soi-même et avec les autres. Une philosophie de vie qui peut être appliquée partout. Une façon harmonieuse et juste de vivre avec les autres. Il n'y a pas de perdant. Et je vous remercie, j'ai fini.